s'arrêter et nous pencher sur un droit qui est également suscité par les exigences tenant au réchauffement climatique, puisque pour développer les installations thermiques par l'extérieur, l'isolation thermique par l'extérieur, souvent impossible quand on a des bâtiments qui sont situés en limite de propriété, la loi climat et résilience a créé un droit nouveau, un droit de surplomb sur le terrain voisin, et un décret d'application est venu préciser ce point. Et nous avons le plaisir d'accueillir Pierre-François Cuif, qui est directeur du CRIDON de Paris et qui va nous présenter la nature juridique de ce droit et sa mise en œuvre au travers des questions de fiscalité et de publicité foncière. Merci. Tout d'abord, je remercie l'Association française de droit de la construction et de l'immobilier pour son invitation et la Fédération française du bâtiment pour l'organisation de cette journée. Alors abordons la question du nouveau droit de surplomb pour isolation thermique. La transition écologique, on le sait tous, passe par les énergies renouvelables et les nouvelles énergies. Mais elle passe également par la réduction d'énergie, voire l'économie d'énergie. Et c'est l'enseignement d'Amory Lovins, qui est surnommé l'Einstein de l'efficacité énergétique. Ce physicien américain a construit une maison en verre dans les Rocheuses à plus de 2200 mètres d'altitude. Il n'a pas eu besoin d'allumer le chauffage l'hiver dernier lorsque les températures sont tombées sous les 0 degrés, tant son habitat était parfaitement isolé. Pour ce scientifique, la lutte contre le réchauffement climatique ne peut pas être gagnée par la seule généralisation des énergies renouvelables. Elle suppose également l'isolation en masse des bâtiments. Selon Amory Lovins, il ne faut plus seulement comptabiliser les mégawatts nécessaires au chauffage d'un bâtiment, mais prendre en compte les négawatts, c'est-à-dire mesurer les puissances économisées en énergie. Alors on le sait, depuis plusieurs années, la construction de logements neufs doit tenir compte de normes précises et efficaces en termes d'obligations d'isolation énergétique. Restent les bâtiments anciens, c'est-à-dire une très grande partie du parc immobilier destiné au logement et l'habitation. Les pouvoirs publics encouragent les propriétaires à améliorer l'isolation de leur logement, notamment par des incitations fiscales, voire par des mesures plus brutales, comme l'interdiction de louer certains logements, nous a rappelé le professeur Durand-Pasquier. On estime les passoires énergétiques entre 5 et 7 millions de logements, dont 600 000 logements sociaux. L'une des techniques d'isolation proposées par les professionnels est l'isolation thermique par l'extérieur, très prisée des pays d'Europe du Nord. Elle consiste à revêtir la façade d'un bâtiment ou sa toiture, c'est la technique du sorking, d'un matériau isolant, ce qui le plus souvent constitue un ouvrage au sens de la responsabilité des constructeurs. Cette isolation thermique par l'extérieur présente plusieurs avantages comparés à l'isolation par l'intérieur. Elle est considérée généralement comme plus efficace. Elle offre une réduction de consommation de chauffage supérieure à 15% en moyenne en permettant de pallier les ponts thermiques liés à d'éventuelles ruptures d'isolation. Elle respecte la surface habitable du bâtiment à isoler. Enfin, elle autorise les travaux en milieu occupé sans gêne pour les occupants. Cette isolation technique par l'extérieur ne doit donc pas être négligée. C'est d'ailleurs l'une des thématiques mises en avant sur le site de la Fédération française du bâtiment, le site internet, très riche en informations et en conseils, et je vous y renvoie. Mais alors, comment faire lorsque le bâtiment à isoler est en bordure d'un terrain appartenant à un autre propriétaire ? C'est là, vous l'avez compris, qu'intervient notre nouveau droit de surplomb, un droit de surplomb pour l'isolation thermique par l'extérieur. Ce nouveau droit de surplomb est issu de la loi Climat et Résilience du 22 août 2021. Il est inscrit désormais dans le Code de la construction et de l'habitation. Il est en vigueur depuis la parution du décret précisant certaines mesures d'application le 25 juin dernier. À l'origine de ce droit, une proposition du notariat, plus précisément du 114e Congrès des notaires de France, qui, au départ, avait songé à la création d'une servitude. Le gouvernement n'a pas proposé de texte en la matière lorsqu'il a présenté le projet de loi Climat et Résilience. Les travaux parlementaires enseignent que
le droit de surplomb a été introduit au cours des débats parlementaires par amendements successifs discutés devant l'Assemblée nationale, puis devant le Sénat. Les motifs des amendements sont sans surprise. Sont rappelés l'enjeu d'utilité publique de la transition énergétique et le rôle majeur de l'isolation des bâtiments en la matière, le droit spécifique accordé aux propriétaires qui entreprend une action d'isolation s'explique par la difficulté d'opérer lorsque le bâtiment est construit en limite de propriété. Pratiquement, l'accord du voisin est jugé indispensable en raison de l'empiètement et du surplomb induit par l'ouvrage d'isolation. Les motifs des amendements, ainsi que de plusieurs réponses ministérielles, rappellent ce point important. Le nouveau dispositif légal que nous allons présenter est essentiellement conçu pour surmonter la résistance ou l'opposition du voisin réfractaire. Dans les grandes lignes, quel est ce nouveau dispositif légal prévu à l'article L113-5-1 du CCH ? Eh bien, ce dispositif permet aux propriétaires d'un immeuble bâti, en limite d'un terrain appartenant à un autre propriétaire, d'entreprendre temporairement des travaux chez son voisin afin d'isoler la façade du bâtiment contigu à l'immeuble voisin à partir d'une certaine hauteur, et c'est en cela qu'il y a surplomb, et sur une profondeur de 35 cm, ce qui va entraîner, à due concurrence, un empiètement sur la propriété voisine. Le dispositif offre ensuite à ses propriétaires un droit sur le volume en surplomb. On le voit sur le schéma 1 qui apparaît à l'écran. Vous voyez bien deux propriétés distinctes. En rouge, la limite de propriété entre propriété A et propriété B. À hauteur, alors c'est en jaune, de plus de 2 mètres, vous avez un rectangle bleu le long de la façade. C'est l'ouvrage d'isolation dont l'épaisseur, vous voyez, rappelé ici, ne peut pas excéder 35 cm. Donc ce schéma 1. Partant de ce cadre et gardant à l'esprit ce schéma, nous allons nous demander quelle est la nature juridique de ce nouveau droit de surplomb, voir ensuite ses conditions de constitution, puis enfin son régime juridique. La nature juridique du droit de surplomb. Alors le plan apparaît en tout petit, donc c'est pas très grave. On va rester sur le schéma. La nature juridique du droit de surplomb. C'est une nature juridique qui est controversée. À l'origine, les parlementaires, comme les notaires d'ailleurs, l'ont présenté comme une servitude légale. Il avait même été prévu d'insérer le nouveau texte dans le titre du Code civil consacré aux servitudes. Les travaux parlementaires montrent clairement une évolution de la formulation du texte, puisque, au final, l'expression servitude a totalement disparu tant du texte définitif que des motifs des différents amendements proposés. Le nouveau texte reconnaît, dans sa version définitive, 2 droits distincts, un droit de surplomb et un droit d'accéder temporairement à l'immeuble voisin pour effectuer les travaux d'isolation. Voyons ces 2 droits et commençons par le plus simple, peut-être, le droit d'accéder à l'immeuble voisin pour effectuer des travaux. Quelle est la nature de ce droit d'accès au fonds voisin ? Mais il y a sans doute aucun doute reconnaissance ici d'une servitude légale de tour d'échelle. On le sait, une telle servitude légale, connue de l'ancien droit, n'avait pas été reprise dans le Code civil de 1804. Par conséquent, tout propriétaire souhaitant réaliser aujourd'hui des travaux sur son bâtiment en passant par le fonds voisin doit en principe obtenir l'accord de ce voisin. D'où un contentieux fondé le plus souvent sur la notion d'abus de droit, au terme duquel le juge autorise, à défaut d'accord, le propriétaire à se rendre chez son voisin pour pouvoir effectuer des travaux sur le bâtiment. Un des derniers arrêts de la Cour de cassation rendu en la matière, en février 2012, est particulièrement intéressant puisque la Cour fonde le tour d'échelle sur un principe de nécessité sans recourir à l'abus de droit. On peut remarquer d'ailleurs dans les faits de cet arrêt que le contentieux s'est noué jusqu'en Cour de cassation pour une question d'installation d'échafaudage pour une durée de 3 semaines. S'agissant du sujet qui nous occupe, l'isolation thermique, eh bien, le nouveau texte accorde de plein droit ce tour d'échelle
donc servitude légale, mais de manière très encadrée. Le droit d'accès est, c'est rappelé dans la loi et dans le décret, temporaire. Il l'est pour la mise en place d'installations provisoires et ces installations doivent être strictement nécessaires à la réalisation de travaux. Qui plus est, ce droit est un accessoire du droit de surplomb, car la loi indique que le droit de surplomb emporte droit d'accéder temporairement à l'immeuble voisin et d'y établir des installations provisoires. Finalement, c'est une reconnaissance limitée de la servitude légale de tour d'échelle, puisqu'elle ne l'est pas à titre de principe dans la loi, mais comme une dépendance, un accessoire de ce droit de surplomb que nous allons maintenant examiner. La nature juridique du droit de surplomb, question délicate. En effet, le nouveau texte, s'il accorde un droit de surplomb, permet également aux propriétaires qui s'en prévaut, on l'a dit, d'empiéter sur le fonds de son voisin. C'est là la principale conséquence du droit de surplomb. Celui qui effectue l'isolation empiète à due concurrence de l'ouvrage réalisé sur la propriété voisine. Certes, il s'agit d'un empiètement aérien, à 2 mètres en principe du sol, mais cela reste un empiètement. Or, le principe, en droit positif, et la Cour de cassation y est très attachée, est que le propriétaire qui subit un empiètement a le droit, en tout état de cause, d'en obtenir la destruction en justice et que l'on ne saurait, quelles que soient les circonstances, lui reprocher un abus de droit ou encore un excès sur le terrain de la proportionnalité. Quoique sur ce terrain, les choses pourraient éventuellement évoluer. Faut-il alors comprendre qu'avec le nouveau droit de surplomb, le législateur impose au propriétaire du fonds empiété de céder un volume de son droit de propriété au propriétaire du bâtiment pour qu'il puisse acquérir l'espace nécessaire aux travaux d'isolation? À vrai dire, il n'y a rien dans le texte en ce sens. Il ne s'agit pas, lorsqu'on regarde l'article, d'organiser une cession de volume entre propriétaires de terrains contigus. Il semble au contraire que le législateur ait voulu imposer cette situation inédite qui aboutit en quelque sorte à une expropriation d'utilité privée. En absence de cession, reste donc une autre qualification, celle de servitude. Le droit de surplomb consisterait alors en une servitude de surplomb, mais en la matière, l'empiètement pose à nouveau quelques difficultés. En effet, les premiers commentateurs du texte ont fait observer à juste titre qu'une servitude ne peut jamais entraîner un transfert de propriété entre fonds servant et fonds dominant, y compris par empiètement. Ainsi, selon un arrêt de la Cour de cassation du 24 mai 2000, une servitude ne peut être constituée par un droit exclusif interdisant au propriétaire du fonds toute jouissance de sa propriété. Un arrêt du 27 juin 2001, puis un arrêt du 12 juin 2003 sont dans la même ligne. Le premier à propos d'une véranda, le second d'un toit de garage. Il décide que la servitude ne peut conférer le droit d'empiéter sur la propriété d'autrui. On le voit, il est difficile, pour reprendre l'expression d'un auteur, de concilier de prime abord servitude et empiètement. Pour autant, cette incompatibilité connaît quelques assouplissements tant en jurisprudence qu'en doctrine. En jurisprudence, tout d'abord, les juges ont reconnu l'acquisition par prescription d'une servitude de surplomb dans un arrêt remarquable de la Cour de cassation de 2008, puis dans 2 arrêts de 2010 et 2011, la Cour de cassation a semblé admettre la possibilité de constituer une servitude de surplomb. Dans l'arrêt de 2011, la Cour de cassation approuve la Cour d'appel d'avoir rejeté à bon droit les demandes de suppression des aménagements du fonds dominant situé sur le fonds servant ou en surplomb de ce fonds. Il s'agissait d'un couple ayant acquis un fonds auquel était intégrée une fosse septique appartenant au fonds voisin et ses raccordements et eaux de canalisation. Par ailleurs, le bâtiment voisin dépassait sur la propriété à plusieurs endroits. Dans un autre arrêt de 2014, non publié, mais particulièrement intéressant s'agissant des faits, puisqu'il s'agissait précisément d'isolation thermique empiétant sur le fonds voisin, la Cour de cassation semble reconnaître la possibilité d'une servitude conventionnelle de surplomb, malgré l'empiètement réalisé. En doctrine, maintenant,
En doctrine, plusieurs auteurs estiment que l'existence d'une servitude de surplan peut être reconnue, même si elle prive totalement de ses utilités le fonds servant, mais ne concerne qu'une partie très limitée de l'espace ou n'emporte pas une grande gêne compte tenu de sa localisation dans l'espace. Ainsi, pourrait-on, selon certains auteurs, tolérer des servitudes de surplomb en cas d'empiètement peu préjudiciable pour le fond voisin, comme par exemple des corniches ou encore des débords de toit. Les conditions légales posées par la loi pour l'isolation thermique semblent répondre à ces critères doctrinaux, puisque l'espace affecté par l'empiètement constitue, on l'a vu, une bande de 35 cm d'épaisseur au maximum, et que le surplomb est nécessaire puisque la hauteur de 2 mètres est inscrite dans le texte. Ces éléments sont intéressants, mais ils ne sont peut-être pas en eux-mêmes décisifs. Si on reprend le principe posé par la Cour de cassation dans son arrêt de 2000 pour écarter la servitude en matière d'empiètement, je rappelle le principe, une servitude ne peut être constituée par un droit exclusif interdisant au propriétaire du fonds toute jouissance sur sa propriété. Si on reprend ce principe, il n'est pas certain qu'il puisse être transposé à la situation du droit de surplomb dans les conditions prévues par la loi. En effet, le législateur, dans le nouveau texte, a pris la sage précaution de préciser que le propriétaire du fonds surplombé garde en tout état de cause un droit de construire en limite séparative et conserve donc une utilité, et en pratique peut-être la plus importante pour lui, s'agissant de son droit de propriété. Cette protection de son droit de propriétaire est clairement assurée dans le texte, puisqu'il peut obtenir préalablement au début de ses propres travaux de construction la dépose des travaux d'isolation de son voisin, et cela, nous dit le texte, sans devoir rembourser l'indemnité qu'il avait obtenue en raison de ces travaux. Ainsi, l'on pourrait soutenir que le nouveau droit de surplomb pour isolation thermique constitue une servitude légale. On pourra noter en ce sens que le droit de Suisse reconnaît une telle servitude résultant d'une situation d'empiètement à l'article 674 de son Code civil. Il indique « Les constructions et autres ouvrages qui empiètent sur le fonds voisin restent partie intégrante de l'autre fonds lorsque le propriétaire de celui-ci est au bénéfice d'un droit réel. Ces empiètements peuvent être inscrits comme servitude au registre foncier. » Si notre nouveau texte sur le droit de surplomb évoque le droit de Suisse, il évoque également une pratique notariale de servitude conventionnelle, pas très connue, mais qui préexistait au nouveau texte en matière d'isolation thermique. Certains notaires avaient eu l'idée de créer une servitude conventionnelle de surplomb sous condition résolutoire d'obtention par le propriétaire du fonds surplombé d'une autorisation de construire en limite séparative de fonds. Cela rappelle les termes du 4e du nouveau texte que j'ai évoqué il y a quelques instants, c'est-à-dire la possibilité qui subsiste pour le propriétaire du fonds surplombé de construire. Voilà pour la question de la nature juridique, c'était le premier point. Voyons maintenant la question de la constitution. Constitution de ce nouveau droit. Le droit de surplomb est avant tout un droit légal. Le propriétaire du bâtiment en bénéficie dès lors que les conditions posées par le législateur sont réunies. Une fois ces conditions réunies, eh bien, il conviendra de mettre en œuvre le droit. Ce qui nous amène à voir les conditions de constitution avant d'envisager la mise en œuvre du droit une fois constitué. Les conditions de constitution. Ces conditions de constitution sont de deux ordres. Il y a des conditions de fond posées par le législateur et puis des conditions procédurales qui ont été indiquées par la loi et reprises par le décret. Les conditions de fond. Tout d'abord, si l'on se réfère au texte, il est nécessaire pour bénéficier d'un droit de surplomb sur l'immeuble voisin de plusieurs conditions. Être propriétaire d'un bâtiment, envisager l'isolation thermique
par l'extérieur de ce bâtiment, ne disposer, dit le texte, d'aucune autre solution technique de nature énergétique, c'est-à-dire qu'aucune autre solution technique ne permet d'atteindre un niveau d'efficacité énergétique équivalent, ou que cette solution présente un coût ou une complexité excessif. Il faut encore réaliser un ouvrage d'isolation d'au maximum 35 cm d'épaisseur et d'une hauteur au moins de 2 mètres au-dessus du sol, du pied de l'héberge ou du pied du mur. Alors, pour le pied de l'héberge, ce schéma numéro 2 nous montre comment il faut calculer les 2 mètres, puisque la référence, ce ne sera plus le sol, mais ce sera ce qu'on appelle l'héberge, en l'espèce le dessus du bâtiment de la propriété B. Il n'est pas possible de déroger aux 35 cm d'épaisseur. Le texte initial prévoyait 50 cm dans les travaux parlementaires. Cela a été ramené à 35 cm au cours des débats, car on a considéré que techniquement, cette mesure était largement suffisante pour obtenir un bâtiment à basse consommation. Et en pratique, la moyenne d'épaisseur serait plutôt autour de 14 et 25 cm. En revanche, il est expressément prévu que l'on puisse, avec l'accord des propriétaires de chaque fonds, descendre sous la hauteur de 2 mètres, de manière à permettre, on peut le penser, d'assurer également l'isolation du rez-de-chaussée. Enfin, dernière condition de fond, il faut être... le propriétaire doit être en mesure de faire valoir son surplomb sur un fonds voisin appartenant à un propriétaire privé. On conçoit difficilement que l'on puisse imposer à une personne publique une telle charge, dans la mesure où le surplomb constitue une sorte d'expropriation privée, certes dans un but de lutte contre le réchauffement climatique d'intérêt général, mais néanmoins dans l'intérêt exclusif d'un propriétaire privé. Et d'ailleurs, dans le texte, la procédure judiciaire qui serait susceptible d'être nouée le serait devant le juge judiciaire. Voilà pour les conditions de fond. Maintenant, voyons les conditions procédurales. En effet, le texte pose les jalons d'une procédure qui doit permettre au propriétaire du bâtiment d'obtenir l'accord de son voisin pour le surplomb. Cette procédure est exposée en détail dans le décret d'application. Je vais en reprendre ici l'essentiel. Elle débute par une notification. Avant tout commencement de travaux, le propriétaire du bâtiment à isoler notifie au propriétaire du fonds voisin son intention de réaliser un ouvrage d'isolation en surplomb de son fonds et d'obtenir un droit de tour d'échelle. Le décret précise que la notification est effectuée par acte d'huissier ou par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette notification doit comporter le descriptif des travaux, les justificatifs techniques de la solution d'isolation envisagée, ainsi que les projets de convention et la proposition d'indemnité. Cette notification est importante pour la procédure parce qu'elle va marquer le point de départ d'un délai de 6 mois laissé au propriétaire du fonds voisin pour contester les demandes et propositions qui lui sont adressées. Dans ce délai de 6 mois, le propriétaire voisin peut contester tout d'abord la demande d'octroi du droit de surplomb en justifiant d'un motif sérieux et légitime qui tient à l'usage présent ou futur de sa propriété, soit à la méconnaissance par le demandeur des conditions légales. Le propriétaire qui reçoit la notification peut également contester le principe du tour d'échelle si les installations nécessaires aux travaux affectent sa propriété de manière durable et excessive. Enfin, il peut contester le montant des indemnités proposées s'il estime que ce montant n'est pas suffisant. Cette contestation doit être portée par le propriétaire voisin devant le président du tribunal judiciaire du lieu de l'immeuble, du lieu de situation de l'immeuble à surplomber, statuant selon la procédure accélérée au fond. Alors on voit ici de manière un petit peu surprenante que c'est le propriétaire du fonds surplombé qui doit saisir le juge. C'est à lui de faire la demande en justice pour porter la contestation alors qu'il n'est demandeur de rien. On inverse ici un peu l'ordre des choses et je pense que c'est volontaire avec l'idée
quelque part, de lui forcer un petit peu la main. Et donc, que se passe-t-il si, au terme du délai de 6 mois, aucune contestation judiciaire n'a été formée par ce propriétaire qui a reçu la notification, puis qui fait le mort? Eh bien, le texte de loi, le décret sont muets sur ce point, mais on peut aisément imaginer que le propriétaire du bâtiment qui veut faire les travaux d'isolation devra néanmoins saisir le juge pour que celui-ci constate le droit de surplomb et rende une décision qui statuera sur le montant de l'indemnité et précisera les modalités de mise en œuvre de ce droit. D'ailleurs, le décret indique à cet égard que les travaux ne peuvent pas commencer sans la signature de la convention notariée ou, et c'est important, une décision de justice définitive. C'est cette décision de justice qui sera publiée au service de la publicité foncière pour l'information des tiers, qui va se substituer à la convention notariée, puisque par définition, il y aura eu contentieux et qu'il n'y aura pas eu d'accord. Au final, cette procédure présente un double intérêt. Tout d'abord, dès lors qu'un accord est conclu au cours de la procédure, c'est-à-dire à la suite de la notification, eh bien, il s'agira d'un accord spécifique d'application du droit légal de surplomb qui bénéficiera de tous les effets conférés par la loi. C'est le premier intérêt. Le deuxième intérêt, c'est que c'est une procédure qui prépare le contentieux. La notification qui initie la procédure va contenir tous les éléments nécessaires à la compréhension de la situation et il sera assez aisé au juge de trancher le cas échéant le différend, principalement dans l'hypothèse où le voisin n'a ni contesté ni répondu. Une fois que les conditions de constitution sont réunies, le droit peut être mis en œuvre. Voyons la mise en œuvre du droit de surplomb. Pour la mise en œuvre du droit de surplomb, partons de l'hypothèse où il y a eu accord, c'est-à-dire que la procédure a débouché sur un accord entre voisins. Avant l'exécution des travaux, alors qu'il y a eu accord, la mise en œuvre du droit de surplomb nécessite la conclusion de 2 conventions. Une convention d'exercice du droit de surplomb lui-même et une convention portant sur le droit de passage et le tour d'échelle. La première, la convention d'exercice du droit de surplomb. Il s'agit de la première convention prévue par le texte, à ne pas confondre avec celle qu'on examinera dans quelques instants, et qui sera en pratique établie par notaire. Cette convention est très importante, vous l'avez compris, elle va sceller l'accord entre les voisins. Elle est le préalable au commencement des travaux. Elle permet également de constater le paiement des indemnités dues par le propriétaire qui entreprend l'isolation à son voisin. Et ce paiement des indemnités est également un préalable aux travaux. Le droit de surplomb est un droit légal que l'on peut, on l'a vu, assimiler à une servitude légale. Dès lors, ce n'est pas le droit de surplomb qui fait l'objet de la publication, mais la convention qui organise ce droit. Le droit de surplomb, dès lors qu'il bénéficie au propriétaire du bâtiment, c'est-à-dire que les conditions légales sont remplies, est en lui-même pleinement opposable au tiers. Autrement dit, ce n'est pas la convention que l'on publie à des fins d'opposabilité. La convention n'est publiée qu'à des fins d'information, comme le rappelle le texte. Il est indiqué qu'il s'agit de publier au fichier immobilier pour l'information des tiers, et on retrouve là une formulation du décret de 1955, l'article 37, qui prévoit la publication à titre d'information des conventions relatives à l'exercice des servitudes légales. Alors bien évidemment, pour accéder à la publicité foncière, l'acte, comme le rappellent les textes, doit être établi en la forme authentique ou par décision de justice en cas de différend entre les parties, et ce n'est qu'une application du principe figurant à l'article 710-1 du Code civil qui exige, à titre de principe, que les actes pour être publiés au service de la publicité foncière soient passés en la forme authentique, c'est-à-dire le plus souvent sous la forme notariée. Bien évidemment, cette forme authentique n'est requise qu'à des fins de publicité et non de validité, ce qui fait qu'une absence d'authenticité n'aura aucune conséquence sur la validité de l'acte lui-même.
Pratiquement, l'acte à publier résultera d'une convention conclue entre les parties, déterminant précisément le fonds servant et le fonds dominant, ainsi que toutes les modalités d'exercice du droit de surplomb, c'est-à-dire les relations entre les deux propriétaires en raison de l'existence du surplomb. On peut à cet égard renvoyer à l'une des premières formules d'acte qui a été publiée et diffusée à la semaine juridique par Maître Greff, s'agissant d'un accord amiable organisant servitude de surplomb, semaine juridique notariale 2022, numéro plutôt, puisque c'est numéro 1232. À défaut d'accord, comme on l'a dit, eh bien, il reviendra au juge de fixer les conditions d'exercice du droit de surplomb dans un jugement qui, lui, sera publié au service de la publicité foncière. Ça, c'est la première convention notariée. La deuxième convention concerne le second droit, c'est la convention portant sur le droit de passage et le tour d'échelle. Alors rien n'est prévu sur la forme de cette convention, elle peut donc être établie sous signature privée, elle n'est pas destinée à être publiée en elle-même, mais en pratique, elle le sera souvent avec la première convention, puisque pratiquement les deux seront dans le même instrumentum. D'ailleurs, la formule d'acte que j'ai citée le prévoit de cette manière. Le contenu de cette deuxième convention est néanmoins prévu spécifié par voie réglementaire. Le décret indique le minimum en la matière. Il faut préciser dans cette convention la localisation et le périmètre du fonds à surplomber. Il faut indiquer la nature des installations provisoires nécessaires aux travaux, le montant de l'indemnité et, le cas échéant, les mesures prévisionnelles de remise en état du fonds voisin. On peut concevoir d'inclure dans cette convention d'autres précisions pratiques, telles que les horaires, les conditions d'accès au terrain voisin, les personnes à contacter dans l'hypothèse d'un ensemble immobilier ou d'une copropriété. Une grande place, c'est heureux et laissé à la liberté contractuelle. C'est bon. On le voit, deux conventions sont nécessaires. Le décret précise les conditions à respecter dans l'hypothèse où le fonds surplombé est un immeuble soumis au statut de la copropriété. Pratiquement, la notification reçue va obliger le syndic à convoquer rapidement une assemblée générale pour statuer dans les 6 mois. J'en ai terminé avec les conditions de constitution, et ce sera beaucoup plus rapide puisqu'il me reste 5 minutes. J'envisage maintenant la question du régime juridique. 2 points de ce régime juridique. Tout d'abord, la fiscalité et ensuite les modalités d'extinction du droit de surplomb. La fiscalité. Quelle est la fiscalité du droit de surplomb ? Eh bien, tout d'abord, il est certain que l'on ne raisonnera pas comme en matière de servitude conventionnelle. En matière de servitude conventionnelle, la somme allouée en contrepartie de la servitude accordée est considérée comme un prix et taxée au droit de vente. En effet, la constitution par convention d'une servitude à titre onéreux s'analyse en une mutation. Tel ne peut pas être le cas ici avec le droit de surplomb pour 2 raisons. La première raison est que la loi qualifie la somme d'indemnité, il s'agit d'un dédommagement en raison de l'atteinte causée par les travaux d'isolation au fonds surplombé. Ce n'est pas la contrepartie d'un droit qui sera cédé. La seconde raison, c'est que l'indemnité n'est pas restituable si le propriétaire du fonds surplombé exige la dépose de l'ouvrage d'isolation, parce qu'il souhaite réaliser des travaux en limite de sa propriété. Elle ne peut donc, ici encore, être assimilée à un prix. Il faut donc raisonner ici comme en matière de servitude légale. Le droit de surplomb naît de la loi sans entraîner de mutation. Seule la convention d'exercice du droit de surplomb, à l'instar, on l'a dit, d'une convention d'exercice d'une servitude, doit être publiée. C'est une publication qui entraîne la taxation au droit fixe des actes innommés, article 680 du CGI, ainsi que le paiement de la contribution de sécurité immobilière. Ce détour par le droit fiscal montre tout l'intérêt de constituer le droit de surplomb par une convention conclue dans le cadre de la loi, plutôt que d'établir une servitude conventionnelle classique qui, il est vrai, pourrait toujours s'imaginer. Terminons avec les modalités d'extinction. Il en existe deux modalités d'extinction du droit de surplomb.
Première modalité, elle a trait aux fonds bénéficiant du droit de surplomb. Le texte précise que le droit de surplomb s'éteint par la destruction du bâtiment faisant l'objet de l'ouvrage d'isolation. Dans ce cas, l'atteinte au droit de propriété du fonds surplombé ne se justifie plus. C'est l'une des hypothèses que l'on rencontre pour l'extinction des servitudes à l'article 703 du Code civil. La servitude s'éteint lorsque les choses se trouvent en état qu'on ne peut plus en user. La seconde modalité d'extinction du droit de surplomb, c'est la possibilité pour le propriétaire du fonds surplombé de démarrer des travaux en limite séparative de son fonds, on l'a dit tout à l'heure, ça va également être une cause de disparition du droit de surplomb. Alors en conclusion, la loi reconnaît un nouveau droit de surplomb pour isolation par l'extérieur et l'on peut y voir la reconnaissance d'une nouvelle servitude légale complétée par un droit légal de tour d'échelle. Le nouveau texte a surtout le mérite de permettre d'éviter les blocages en cas de désaccord entre voisins et d'accélérer les contentieux. 6 mois pour statuer, c'est court. Le recours au juge statuant selon la procédure accélérée marque la volonté du législateur d'aller vite. Ce texte tout jeune est déjà controversé. Certains le trouvent excessivement complexe. D'autres veulent même aller plus loin. L'exemple des notaires du Grand Paris qui proposent de lui substituer une servitude d'utilité publique complétée par un dispositif de subvention de l'État au soutien du propriétaire qui entreprendrait des travaux de rénovation. Laissons un petit peu de temps au texte, voyons comment la pratique s'en empare. En tout cas, rien ne s'oppose à ce que les praticiens qui le souhaitent continuent à établir des servitudes conventionnelles ou procèdent, s'ils le souhaitent, à des cessions de volume le cas échéant. Je vous remercie. Merci beaucoup. C'était une nouvelle illustration du grand pouvoir d'imagination des notaires sur ces sujets. Alors, je vous propose maintenant de passer à la question de la responsabilité et des assurances en matière de performance énergétique. Et la parole est à Cyril Charbonneau, professeur à l'ICH Paris et avocat associé, fondateur du cabinet AEDES Juris. Merci, bonjour à tous. J'espère que vous avez encore un peu d'énergie. Je complète le propos de mon camarade Cazut ce matin, puisqu'on a désormais l'arrêt de revirement sur les recours entre co-obligés intervenu cet après-midi à 14h, qui donc désormais désigne l'assignation au fond, ou plus exactement la demande au fond, comme le point de départ des recours entre co-obligés. L'arrêt est remarquable, il sera publié au rapport. Il est remarquable en ce qu'il dit qu'il opère un revirement, en ce qu'il explique pourquoi il opère un revirement. Et donc, c'est une position très assumée. Et en ce qu'il dit aussi, ce qui laissera pour les commentateurs des sources, une vraie réflexion, puisqu'elle prévoit qu'il est d'application immédiate à la jurisprudence en cours et aux instances déjà engagées, en ce qu'il ne prive pas les justiciables dans cette affaire de la sécurité juridique à laquelle ils peuvent normalement s'attendre. Et donc ça montre bien que probablement une logique s'inverse dans la règle d'application immédiate de la jurisprudence. En tout cas, le débat sera ouvert au-delà de l'arrêt en question sur la question des sources et de l'interprétation de la source. Donc c'est un arrêt remarquable, hein, et il n'est pas encore disponible, mais il le sera cet après-midi. Il y aura une notice, enfin un avis sur le site de la Chambre de la Cour de cassation. Donc je vous conseille d'aller le lire. Donc voilà. Donc c'est plutôt attendu. Tout le monde est assez content de cette solution. Ce qui montre qu'on peut se tromper et 2 ans après accepter qu'on s'est trompé et revenir en arrière. C'est une forme de pragmatisme. Ceci étant dit, puisque c'est pas mon sujet, je vais traiter du mien. Donc le sujet, c'est la question de l'incidence en termes de responsabilité et d'assurance de ce dont on discute depuis tout à l'heure, hein. Parce qu'évidemment, quand on parle évidemment de performance énergétique, il faut avoir une vision large. Donc je vais pas vous faire la gageure de vous expliquer, d'abord parce que j'en serais probablement incapable, même si j'essaie de comprendre la technique, même si je suis juriste, parce que j'échange beaucoup avec mes techniciens, mes ingénieurs.
Mais on comprend qu'un paradigme a changé dans la réforme de 2020. Voilà. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas considérer que 2020 est une sorte d'aggravation, d'accentuation simple des textes antérieurs. Alors pourquoi j'affirme ça d'entrée ? Parce que très clairement, l'apparition d'un indicateur dit IC construction, à côté de l'indicateur IC énergie, souligne l'importance prise dans la prise en compte du cycle de vie d'un bâtiment dans son entier. Et donc on comprend que la logique de réduction de l'impact carbone du bâtiment, et non pas de la construction, implique du coup de se poser de nouvelles questions, ou plus exactement, de se reposer des questions que les anciens ne se posaient pas. Les anciens ne se posaient pas ces questions parce que la plupart des gens qui construisaient pour eux-mêmes dans une optique capitalistique de détention patrimoniale longue. Et donc, partant, le choix de la pérennité était quasiment instinctivement opéré. C'était presque un élément essentiel de la construction historiquement. Ce qui évidemment a changé, c'est l'évolution, de la mutabilité du bien. Donc, il y a une plus grande rapidité de la transmission des biens. On voit que, par exemple, les foncières gardent très peu de temps les biens en main. Donc évidemment, cette mutabilité fait que la possession instantanée est peut-être moins marquée par le critère de pérennité. Alors évidemment, on voit que le décret tertiaire essaye d'aller dans un sens différent, mais on voit que c'est des échelles longues de toute façon. Et deux, parce que évidemment, beaucoup de gens achètent alors que ça a été construit par quelqu'un d'autre. Alors, évidemment, ça peut être construit par quelqu'un d'autre qui pensait en faire la maison de ses rêves toute sa vie avec sa femme, ou son mari, ou son chien, enfin, je veux dire ce qu'il veut. Il faut être assez open maintenant. Mais il se peut qu'il divorce rapidement. Alors, il devra vendre. Il n'avait pas prévu de vendre, mais il va être responsable du fait de ces éléments constructifs par le truchement de l'article 1792.1, dont il ne m'appartient pas ici de refaire le match pour dire que sa nouvelle version dans le projet de réforme n'est pas tout à fait satisfaisante. Donc, ceci étant dit, on comprend que les promoteurs, les vendeurs en état futur d'achèvement ont forcément une conception un peu différente de la logique de pérennité. Et on comprend alors du coup où je veux en venir. C'est que cet indicateur IC construction, réinsérant une appréciation de la durabilité et du cycle global à 50 ans et non plus à 10 ans, du coup change le paradigme dans lequel doit se projeter la personne qui édifie, y compris pour le compte d'autrui. Voilà. En ça, c'est révolutionnaire. Voilà. C'est révolutionnaire, ou plus exactement, c'est une révolution d'un retour en arrière. C'est en quelque sorte le retour de ce qui aurait toujours dû être quand on construit. On construit pas pour la durée d'une garantie légale, on construit pour la durée d'un bien immobilier. Et il est même surprenant de penser qu'on estimerait qu'un bien immobilier n'ait vocation à durer que 50 ans, ce qui intrinsèquement considéré est curieux. Deuxième observation liminaire, forcément, cette logique-là, donc l'insertion de cet indicateur-là, de l'indicateur carbone. Donc pour ceux qui ont envie de jouer avec les textes, c'est R172.4, cinquièmement, avec une litanie du cycle que je lis, parce que quand même, il y a les ouvrages, le transport, la construction, l'installation, l'ensemble du chantier de construction, l'utilisation, la maintenance, la réparation, le remplacement, la fin de vie. Ouais, c'est ça un cycle. Donc, forcément, si on calcule ça, c'est qu'on s'intéresse à autre chose que l'acte de construire strictement entendu. Et donc, évidemment, dans la question de la pérennité, il n'y aura pas que la construction, il y aura la maintenance, l'entretien et la pérennité dans le temps des immeubles. Ceci étant dit, ça change, et c'est ma deuxième remarque introductive, la perception aussi dans un autre axe. C'est que ça nous conduit à considérer désormais les particules élémentaires, en fait, de construction. Alors je m'entends. La construction, c'est toujours dans la loi, puisque c'est l'ouvrage au sens singulier du terme. On sait aussi que la loi, bien consciente qu'elle n'est qu'agglomération de prestations diverses et non pas avariées, mais utiles, on sait que dedans, l'ouvrage est composé d'ouvrages au pluriel. Donc dans ouvrage, il y a des éléments d'équipement, il y a des parties d'ouvrage, il y a des éléments dissociables, des éléments non dissociables, il y a des éléments dissociables de l'immeuble. Il y a des tas de choses. Et cet ensemble aggloméré forme un tout, et ce tout est l'ouvrage. Et cette perspective-là n'est que juridique en réalité. Pourquoi on s'intéresse à ces subdivisions ? C'est pas tellement pour des raisons constructives, c'est parce qu'on attribue à chacune de ces subdivisions des régimes juridiques applicables, notamment des garanties spécifiques. Ici, en décidant de tenir compte, y compris au moment de la construction, du coût constructif à l'aune du bilan carbone de l'immeuble dans sa vie entière,
forcément, on va considérer du coup les particules élémentaires le composant, c'est-à-dire les matériaux, les équipements, enfin tout ce qui en fait la substance, on va les considérer comme tels, intrinsèquement. Et donc, ça faisant, voilà, ces fiches constructeurs, fabricants, qui vont s'insérer à l'intérieur des calculs, à la fois au niveau du permis, puis au terme de sa réalisation, quant à la réussite des exigences de performance carbone du bâtiment, on comprend que c'est prendre en considération les petits morceaux qui composent le tout. Voilà. On regarde les atomes, désormais. Voilà ce que fait ce texte-là. Et en ça, évidemment, c'est une nouvelle pratique corporelle. C'est un peu comme si on venait de découvrir la chimie moléculaire en droit de la construction. On est donc à environ au début du XXe siècle, à la fin du XIXe. Bon, ceci étant dit, qu'est-ce que je peux vous dire ? La première remarque, c'est que probablement, il y aura des débats que je ne vais pas faire, parce que ça me prendrait tout le temps, sur le champ d'application neuf existant de ces textes-là. Notamment parce que le texte vise, pour ce qui est du neuf, la notion de construction d'un bâtiment qui en soi est déjà extrêmement peu compatible avec la logique de construction d'un ouvrage. Au sens où on connaît déjà cette dialectique longue qui a existé en assurance construction avant la réforme de 2005. Mais on sait aussi que ce texte et ce débat existent déjà, parce qu'on a un arrêt cette année sur l'interprétation de l'article 1793 du Code civil sur le marché à forfait, où il y a justement ce terme-là, et on voit que la Cour de cassation a dit que la rénovation lourde n'entrait pas dans le champ d'application de 1793. Elle le redit, parce qu'elle avait déjà dit. Ça montre bien que quand on vise l'édification du bâtiment, ou plus précisément dans le texte réglementaire, d'une partie du bâtiment, encore plus petit, alors se posera forcément la question de la qualification ouvrage, bâtiment, bâtiment, ouvrage, partie de bâtiment, travaux surexistants, travaux neufs. Et cette frontière-là n'est pas si évidente que ça, à mon sens, quand on pratique les textes spéciaux. Donc je laisse ça, parce que ça va donner des débats très compliqués, et on sait très bien que ces débats auront lieu malheureusement trop tard, c'est-à-dire au moment où il y aura des contentieux. Alors, pour présenter ce sujet-là, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais faire deux choses. En fait, je vais faire un plan chronologique, parce que ça me semble le plus pédagogique. Je vais d'abord traiter la première phase, c'est du programme à la réception, on va dire. Et puis ensuite, je vais m'intéresser à la deuxième phase, c'est de la garantie à la déconstruction. Et évidemment, vous avez compris que l'expiration du délai d'épreuve est ici devenue indifférent au sujet qui m'occupe partiellement. En tout cas, une partie du régime légal disparaîtra. Donc, première partie, c'est la question de la phase d'édification. Là-dessus, je vais faire quelques remarques qui sont des remarques prospectives, parce qu'évidemment, on ne sait pas du tout comment tout ça va fonctionner. La première remarque, c'est, à mon sens, ce texte appelle, au-delà de ce qu'il prévoit intrinsèquement considéré, un renouveau des exigences programmatiques. Le parent pauvre de la construction moderne, mais on revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur le délaissement, la construction pour autrui, c'est le fait que le maître d'ouvrage se désintéresse à la détermination de ce qu'il souhaite véritablement édifier. Et les constructeurs, quels qu'ils soient, sont en fait pris d'une forme de désarroi quand ils ne savent pas exactement ce qu'attend le maître d'ouvrage. Alors on peut dire, oui, il attend une maison. Mais c'est un peu plus complexe que ça, évidemment, parce qu'on le voit à l'exigence et à l'aune des nouvelles questions de performance, il peut avoir des exigences supérieures à la loi. En tout cas, il peut avoir une velléité de ce que son bien soit plus pérenne encore que 50 ans, 30 ans, 60 ans. Enfin voilà, c'est son choix. On ne fait pas des travaux à Notre-Dame aujourd'hui pour rénover simplement pour 50 ans, évidemment. On rénove pour 300, 400 ans. Donc, évidemment, cette dimension-là est programmatique. La deuxième, c'est le rapport évidemment existant-neuf. Mais comme on sait que cette réforme ne pourra fonctionner, c'est-à-dire est-ce qu'on arrivera à sauver Willy et la planète, que si en fait on fait une rénovation très puissante du parc existant tertiaire, mais aussi d'habitation. Et on sait, par la réforme des diagnostics, les enjeux phénoménaux qu'ils s'imposent en termes de timing de rénovation. On parle quand même de plusieurs millions de logements dans des échéances qui sont tout à fait incompatibles avec les forces vives de la FFB, à mon sens. Enfin, sauf s'ils recrutent beaucoup, mais ce qui va quand même être compliqué. Donc on voit qu'on a une forme de tension quand même qui va se produire. Donc on comprend, ça pose quoi comme question ? Si on fait de l'existant, on ne sera plus tout à fait dans une logique purement programmatique, on sera sur l'exigence de l'émergence d'un nécessaire diagnostic du bâtiment. Pas le diagnostic simplement de performance, c'est la capacité du bâtiment à être rénové dans une optique de meilleure pérennité et d'une meilleure compétence énergétique. On prend une chose, il n'y a pas longtemps, je me promenais dans Paris et je passe sur une grande parcelle assez intéressante
Et je vois que ça fait 1 an qu'ils font de la démol. Je me dis, mais qu'est-ce qu'ils font? Ça fait 1 an qu'ils font de la démol. Eh bien, il y avait des ouvrages en béton, des structures, qui étaient vraiment extraordinaires. Mais extraordinaires dans tous les sens du terme. Hyper dimensionnés, hyper costauds. La preuve, c'est qu'ils ont mis plus qu'1 an pour les enlever. Franchement, est-ce qu'il n'y avait pas un diagnostic à faire pour se dire quel projet je peux faire en les gardant? Voilà. C'est une autre question, ouais. Une question simple, hein, mais c'est une question qui probablement, dans la logique du coût de déconstruction qui impacte le bilan carbone, c'est-à-dire l'indicateur IC construction, à mon avis, c'est des questions qui vont se résoudre à l'avenir par une meilleure appréhension de ce qu'on peut faire avec les bâtiments. On ne peut pas tout faire avec tous les bâtiments, mais cette question se pose. Donc voilà, ça c'est un peu, je dirais, en amont du projet, il y a bien cette nuance, c'est on doit arrêter de construire sans réfléchir. Voilà. Et quand je dis construire sans réfléchir, c'est construire sans réfléchir dans la logique programmatique, pas dans la logique, évidemment, de conception. Évidemment, vous voyez la transition habile que j'opère ici. La RE 2020, c'est un plan évidemment chronologique, donc c'est un teasing assez chaud parce que évidemment chaque étape est connue. Pour ceux qui connaissent un peu une loi MOP, ils savent à peu près par où je vais passer techniquement. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est une loi MOP, c'est pas grave parce qu'elle a été abrogée et désormais c'est dans le code de la commande publique. Donc ne retenez pas cette expression, c'est pour les ringards. Les ringards, oui, dont je fais partie parce que je l'ai utilisé. Donc c'est le principe, c'est quand tu tailles, tu te tailles toi-même. C'est le principe d'humour juif. En fait, ce qui est remarquable, c'est fondamental même, je dirais, c'est que la RE 2020 conduit nécessairement à une exigence extrêmement renforcée de la prestation intellectuelle dans l'acte de construire. Et attention, qu'on ne se détrompe pas. Quand je dis prestation intellectuelle, je ne parle pas que de la maîtrise d'œuvre. Hein. Parce que contrairement à ce qu'on dit, les entreprises pensent aussi. La moitié de la conception est une conception d'exécution. Autrement dit, la conception est une œuvre partagée de l'entreprise et du maître d'œuvre. Donc pourquoi ? Parce que, en fait, les exigences sont tellement fortes pour parvenir aux performances attendues, que ce soit sur le plan thermique ou sur le plan du carbone, qu'en fait, toute modification en cours d'exécution rendra impossible le respect des deux à la fois. Voilà. Ça, je l'ai compris, on me l'a expliqué très clairement. Si tu commences à toucher à un bout, tu vas déstructurer un des deux critères par essence. Et ce qui donc nous conduit à dire que c'est que si on veut y arriver, on est obligé du coup de bien penser avant d'agir. Vous allez me dire, là encore, on retrouve le principe du bricolage de papy. Hein. Ne te lance pas dans une opération sans avoir vraiment réfléchi où tu mets les pieds. Mais en termes de logique, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut réinvestir beaucoup plus de moyens et de temps dans la phase de conception avant d'essai. Je mets de côté ici la conception-réalisation qui évidemment repose sur une œuvre commune. Mais évidemment, en amont, plus doit être fait et mieux. Il y a une forme de logique de présynthèse qui apparaît très clairement et qui du coup doit être formalisée. 2, dans la phase de naissance du chantier, phase sacrifiée, phase où les entreprises récupèrent des marchés, où elles sont censées être là depuis 3 mois et avoir déjà tout réfléchi et fait les plans par avance, et comme par miracle avoir les bonnes solutions sans avoir eu le temps de le faire, la phase de conception d'exécution doit être sensiblement augmentée en termes de temps et rémunérée en termes de moyens. Parce qu'évidemment, on ne peut pas parvenir à cette performance sans investissement de la part de la maîtrise d'ouvrage. Et cet investissement est nécessaire, puisque c'est bien l'enjeu, c'est évidemment la maîtrise des indicateurs, mais aussi la maîtrise de la pérennité des ouvrages. Donc finalement, cette réforme est plutôt opérante, à mon sens, en ce qu'elle remet au centre de nos sujets les questions de bien penser l'ouvrage, bien le penser pour qu'on ait le moins de choses à modifier ensuite en cours d'exécution. Il y aura toujours des aléas de chantier, il y aura toujours des pénuries de matériaux, il y aura toujours des tas de choses à gérer, mais au moins on peut anticiper. Dernière observation dans cette première phase, c'est le questionnement qui en résulte de la place du fabricant. Pourquoi ? Parce qu'évidemment, la particule élémentaire dont je parlais en introduction nous amène à dire que le fabricant amène de l'information, des éléments contributifs qui déterminent l'acte de construire intrinsèquement considéré. Le choix, mais aussi le résultat escompté, que ce soit sur une performance réglementaire ou contractuelle, dépend des éléments qui sont en réalité du monde du fabricant.
Alors évidemment, en présence du professeur Périnet-Marquet, je ne peux que rendre à César ce qu'appartient à César, puisque c'est des sujets qu'il a labourés largement pour y faire pousser des belles moissons. Mais on comprend très bien qu'ici, on est à la frontière de se demander si, ce faisant et en intervenant beaucoup, est-ce qu'il n'est pas en train de transformer sa nature profonde? Est-ce que finalement, on ne bascule pas dans du faire spécifique quelquefois? Alors évidemment, les fiches sont théoriques et génériques. Donc là, il reste peut-être dans son monde, quoique on pourrait se poser la question du coup de l'émergence d'un régime spécial de responsabilité des fabricants de matériaux et d'équipements dans cette logique-là, une proposition qui est apparue sous certaines plumes lors de la contribution collective au grand projet de réforme des contrats spé. Mais deux, en fait, un peu plus finement, quand on voit les logiques, alors si on rentre un peu dans le détail, le béton chanvré, les choses comme ça, et qu'on regarde le processus de mise en œuvre de ces procédés d'action, en tout cas dans une première grande partie de travail, jusqu'à ce qu'un jour des DTU existent sur ces questions. Mais en fait, les fabricants sont présents pendant la phase de conception et même d'exécution. Autrement dit, ils participent spécifiquement à l'acte de construire, et ce faisant, ils sont soit sous-traitants, soit constructeurs, au sens légal du terme. Et ce faisant, évidemment, on a un problème d'assurance, c'est qu'ils ne seront pas couverts pour faire ça, avec des polices qui vont bien. Donc là, comprenez, on a un vrai sujet fondamental, c'est la place du fabricant dans ce nouveau monde. Et je pense que cette place-là, elle est débattue dans l'abrogation ou pas des EPERS, elle est débattue dans la question de la couverture assurantielle, oui, non, avec une police obligatoire proposée par France Assureur dans sa contribution. Donc on comprend qu'il y a un sujet. Alors maintenant que j'ai posé tous ces jalons, je dirais un petit peu didactique, la responsabilité, comment ça marche là-dedans? Là, on est dans la phase 1. Dans la phase 1, qu'est-ce que je peux dire? C'est un débat qui sera commun. Le débat central de la RE 2020, c'est quoi le dommage? Voilà. Et le dommage, c'est est-ce que c'est un désordre ou est-ce que c'est une non-conformité? C'est une non-conformité, quel est le régime juridique applicable à ça? Alors pourquoi la question se pose? Parce qu'évidemment, de ça dépend de manière déterminante l'applicabilité ou non des polices souscrites par la maîtrise d'ouvrage avant réception. Je vise ici évidemment l'assurance TRC qui couvre les atteintes matérielles à l'ouvrage. Du coup, est-ce que la non-conformité à la rénovation, c'est une atteinte matérielle à l'ouvrage? Bon, j'ai une petite tendance jurisprudentielle à penser que la réponse sera négative. Regardez ce qu'on connaît. Donc la TRC pourra probablement pas jouer dans les termes, et je le rappelle, c'est pas des polices obligatoires, donc c'est pas écrit pour faire ça. Donc, on sera plutôt dans la coloration de la non-conformité, dans la texture d'un arrêt de principe, quoique inédit, mais de principe dans sa texture du 10 juin 2021, sur c'est quoi le manquement au respect à une réglementation. Est-ce que c'est un dommage ou pas? Et la Cour, dans cet arrêt, dit non, c'est pas un dommage, sauf si deux cas. Un, la loi a prévu que c'était impératif. Deux, le contrat a imposé que telle norme, celle-ci précisément, était impérative dans l'esprit contractuel. Autrement dit, ici elle est impérative, évidemment, ça ne pose pas de question. Elle est donc un dommage, mais elle n'est pas un dommage matériel. Elle est probablement autre chose. Et donc, on comprend, elle pourrait dériver vers un dommage matériel, elle pourrait se caractériser dans une matérialité. Mais donc, on aura bien un jeu de responsabilité des constructeurs avant réception qui sera habituel, obligation de moyens, obligation de résultats. Mais la nature du dommage déterminera le champ d'application des polices d'assurance, évidemment. Et vous comprenez très bien que la question ici est forte. On prend un exemple pour donner une illustration. Les assureurs d'entreprise ne couvrent pas le risque RC de l'entreprise avant réception, de l'entreprise, quand les dommages affectent le lot qu'il a réalisé. On appelle ça l'exclusion des travaux de l'assuré. Est-ce que ça rentre dedans? C'est chaud, hein, c'est pas évident de répondre à cette question. Ça dépend de ce qu'on appelle le dommage. Est-ce que c'est les travaux de l'assuré, même strictement entendu? Assez difficile, parce qu'il y a peut-être une part d'imputabilité contributive dans le manquement à la conception, mais ça sera plus un problème de conception fondamentalement. Alors peut-être il a substitué un matériau, mais finalement, c'est pas son ouvrage qui est affecté, c'est le résultat performantiel de la globalité du corps. Une forme d'indivisibilité. Donc vous voyez, rien que cette question-là, intrinsèquement, je peux vous garantir, si on en discutait avec la SMA BTP, AXA ou autre, franchement, je pense pas qu'ils y sont. Mais pourtant, ce débat va exister un jour, forcément, nécessairement. Donc voilà, avant réception, on est un peu dans cette texture-là. Et donc, qu'est-ce qu'on
on va constater, c'est quand on va arriver en fin de production d'ouvrage, on aura une opération de réception. Et dans cette opération de réception, évidemment, on va faire un bilan. Voilà, le bilan réel, en fait, le bilan réel de la construction. Combien ça a coûté? Est-ce qu'on est performant sur le plan énergétique? Donc ça, on l'a déjà vu. C'est de la RT renforcée, mais enfin, finalement, c'est pas très différent. Mais on fera aussi le bilan carbone. Et on est peut-être déjà raté. Enfin, on est peut-être déjà très très mauvais à ce stade-là. Et comment on va réparer ça? Vous voyez, forcément, il y aura une attestation qui sera établie à ce moment-là, et peut-être que du coup, on constatera une sorte de non-conformité à un ou plusieurs des indicateurs. Et évidemment, c'est de la responsabilité, évidemment, de droit commun, puisque c'est une réserve qui va être faite. Si le maître d'ouvrage ne réserve pas cette non-conformité, il purgera son action, parce qu'on connaît ces sujets-là. On a eu un arrêt assez amusant. Alors il y aura probablement une différence entre Madame Michu et un vrai promoteur professionnel. Mais on a eu un arrêt du 29 juin de cette année, 2022, où la Cour de cassation a dit le promoteur qui construit tout le temps, il sait très bien ce que c'est la réglementation PMR. Il peut calculer le dimensionnement lui-même, en fait. D'ailleurs, c'est comme ça qu'il fait son bilan économique d'opération. Donc, en fait, s'il réserve pas, c'est pour sa pomme, c'est purgé. On a le même questionnement ici. Alors, et l'arrêt est intéressant parce qu'il dit, nonobstant le fait qu'il soit accompagné d'un contrôleur technique ou d'un maître d'œuvre. Donc, vous voyez, c'est ça la logique de ces questions-là. Et j'en termine avec mon premier temps. Vous allez me dire, j'ai plus de temps. Mais parce que la deuxième partie est très simple, en fait. Une fois qu'on a dit ça, parce que c'est là que se situe le vrai sujet, en fait. Après, j'ai envie de dire, après, qu'est-ce qu'on a? On a deux régimes qui vont exister. La première question, c'est est-ce que ça peut rentrer dans la responsabilité des constructeurs? On a un texte, on va pas refaire le débat. Alors, il a été déplacé, maintenant, alors on le perd tous, parce qu'on avait eu du mal à retenir L113, 11.1, tout ça. Bon, maintenant, je suis obligé de lire, parce que je le connais pas par cœur. C'est 123.4, je crois, mais je suis pas sûr. Oui, c'est ça. Bon, 123.2, voilà, je sais pas où il est. Bon, du CCH, c'est tout ce texte sur la performance énergétique, et on sait que dedans, il y a le débat qu'on vient d'évoquer. Il y a la notion de dommage. Et du coup, il y aura, voilà, la notion de dommage, mais je vous rappelle aussi l'extraordinaire difficulté de mobiliser la gravité décennale, puisque c'est tous les comportements, l'usage étant tenu en compte, et que ça doit être un coût manifestement disproportionné. Donc, la question du désordre matériel, la question de la proportion. Donc évidemment, la réponse, c'est pas souvent en fait, voire pas du tout, parce que ça a été écrit pour ça. Là-dessus, on en a déjà débattu. Bon, c'est un texte qui, du coup, il n'y aura pas de place pour ça. Du coup, la vraie bonne question, c'est est-ce qu'il y a une place pour l'ARC? Voilà. Est-ce qu'il reste du droit commun pour réparer ça? Après quoi? Après la réception. Déjà, il y a un effet de purge possible, si je ne l'ai pas réservé alors que je savais que j'avais une atteste ou que j'aurais dû l'avoir. Enfin voilà. Donc possiblement, il y a des actions qui sont déjà mortes. Si je me rends compte après, par exemple, quand même, je consomme vraiment beaucoup, alors ça n'a rien à voir avec l'augmentation du coût du gaz ou de l'électricité, parce que là, c'est indifférent, ça n'a rien à voir avec la construction, c'est pas imputable. La FFB aime bien avoir le dollar, mais quand même, elle ne peut pas être responsable de la guerre en Ukraine ou des malversations des uns et des autres sur leur vente de pétrole ou de nourriture. Donc, la question, c'est quoi? C'est, est-ce que la GPA pourrait avoir un effet de purge? C'est la première question qu'on pose. C'est comme on n'aura pas de désordre, comme on n'aura pas de dommage, quand on sera sur une non-conformité à une règle de construction, est-ce que du coup il reste du droit commun après, étant observé que 1184 a été abrogé par la réforme de 2016, 2, qu'on a quand même une petite tendance de la Cour de cassation à faire un goulot d'étranglement sur la GP1, CF l'arrêt du 15 avril et l'arrêt du 7 septembre 2018 sur la réception et ses effets, mettant fin aux obligations contractuelles. De toute façon, dans le texte de la RE 2020, il n'y a pas que la construction, il y a l'utilisation, il y a l'entretien, il y a la pérennité, il y a l'action du propriétaire d'ouvrage aussi. Donc le droit commun, je ne peux pas vous répondre, je ne suis pas devin, je ne sais pas où on en sera, mais je pense qu'on ne sera pas dans un droit commun. Je pense que du coup, on a quand même intérêt à bien agir entre 0 et 1. Parce qu'après, j'ai envie de vous dire, je ne suis pas très convaincu qu'on aura forcément quelque chose. Après, peut-être qu'après, on aura quelque chose, et donc la question, ça sera droit commun, 5 ans à compter de l'apparition du dommage, c'est-à-dire du non-respect de la performance. J'ai envie de vous dire un peu comme en VFA, il y a un moment, la performance, tu peux la calculer, tu as 1 an pour le faire, et après, c'est plus l'heure. Voilà ce que dit 1642.1, on peut le reproduire sur 1792.6. Dernier point que je voulais aborder, j'ai fini. Mais c'est un point qui, en fait, est presque un transverse de toute la journée, si vous y réfléchissez. Tout le monde en a parlé. La RE 2020 aura un impact d'abord sur le contrôle de proportionnalité et donc la réparation. C'est-à-dire que forcément, si tu cries
qu'on va tous mourir, à tel point que tu te dis que même des gens pauvres, avec des bâtiments tout pourris, vont devoir les réparer à marche forcée dans des délais totalement impossibles à respecter pour eux, c'est que tu as conscience qu'il y avait un impact plus grave que toi et ta responsabilité, que toi et ton petit bonheur, que toi et tes exigences de conformité contractuelle ou réglementaire. Et c'est là qu'il y a quelque chose d'extraordinaire, c'est que ça peut jouer un effet absolument inverse dans la réparation. Je repose mon problème. J'ai un problème de non-conformité. Bon, c'est pas génial. Voilà. Pour y parvenir, il faudrait vraiment démolir, mais vraiment y aller, quoi. De la façade, on peut pas la reprendre. Il faudra la mettre par terre et reconstruire. Voilà. Ça, rien que cet exemple-là. L'intérêt du créancier face à l'intérêt du débiteur. C'est le contrôle de proportionnalité traditionnel. C'est 1221, mais ça existe depuis longtemps. Hein. On a des arrêts de 2015, la troisième en CCMI sur la nullité du contrat. Donc autant vous dire que c'est pas hier. Et là, on comprend, mais du coup, il y a un troisième larron. Voilà. Il y a un intérêt qui dépasse l'intérêt des parties. Il y a l'intérêt de la planète. Est-ce que pour parvenir à la performance attendue contractuellement, pour parvenir à la conformité attendue contractuellement, est-ce que je vais dévoyer le bilan carbone, quitte à mettre par terre un bâtiment qui, du coup, impacte nécessairement le cycle de vie, qui comprend la mort? Ben, la réponse est négative, assurément. Et donc, on comprend que à rebours, les impacts nés de la rénovation énergétique et de cette réglementation va générer l'extension du champ de la pondération des modalités réparatoires. Personne n'aura la perfection attendue. Il faudra faire un équilibre fin, un coût entre ce qu'un maître d'ouvrage peut normalement attendre et ce que la planète peut exiger de nous pour qu'on ait des bâtiments pérennes. Et vous voyez, des fois, un bâtiment pas génial, c'est quand même mieux qu'un bâtiment détruit, reconstruit, de nouveau pas génial et qu'il faudra démolir à nouveau. Merci. Merci beaucoup pour ces propos brillants qui nous permettent de prendre un peu de recul par rapport à tout ça, y compris en fonction des les différentes activités des intervenants, les lignes qui bougent entre fabrication, exécution, réalisation des travaux. Merci beaucoup.